Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision Burkina Info. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, salut à tous et à chacun et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Grand Déballage qui reçoit aujourd'hui une personnalité, ancien secrétaire général à la présidence du FASO, ancien ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui écrivain. Il est pratiquement un touche-à-tout. Soungalo Apollinaire Ouattara est avec nous. Il est l'invité exceptionnel de votre émission Le Grand Déballage. On vous appelle quoi, Monsieur Soungalo Ouattara, Excellence, Monsieur le ministre, Monsieur le secrétaire général. Quelle est l'appellation qui vous sied le plus? Mais ce qui vous convient. Je suis un citoyen lambda. Donc, à votre choix et à votre convenance. Bon, moi, j'ai envie de dire, Excellence, bonsoir. Bonsoir, Ismaël. Bienvenue sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage. Comment va Soungalo Apollinaire Ouattara? Mais je vais bien, par la grâce de Dieu. 67 ans aujourd'hui, c'est un parcours. Est-ce que vous remémorez vos succès et vos insuccès à 67 ans aujourd'hui? Bien sûr, la vie, on ne peut pas tout effacer. Donc, si nous sommes aujourd'hui sur ce plateau, et c'est dire que j'ai encore des souvenirs à partager, et aussi ces souvenirs, qu'ils soient un succès ou un insuccès, ben, c'est pas à moi de les apprécier. Voilà, c'est ceux qui étaient en contact avec moi, ma famille, la communauté de vie et aussi la collectivité nationale. Soungalo Ouattara, vous avez parcouru toute l'administration burkinabé. Aujourd'hui, est-ce que quand on vous dit de classifier dans vos différents passages, quel est le poste qui vous a le plus marqué dans votre parcours? Question très difficile à répondre. J'ai été marqué par tous les postes que j'ai occupés. Vous voyez, j'ai commencé par être préfet. Ma première fonction dans l'administration publique est celle de préfet. Et c'était vraiment une fonction très passionnante. Une fonction qui vous amène à travailler au plus près de la population, à vivre leurs difficultés, à partager leurs espoirs. Et je me souviens très bien de mon passage à Aréo comme préfet. Aréo, comme dans le Sanguier. Dans le Sanguier, où nous avons fait de belles réalisations ensemble. Cette population qui a été tolérante parce que j'étais vraiment très jeune. C'était à quel âge déjà, quand vous étiez préfet à Aréo? Préfet à Aréo à 27 ans. Oui. Vous avez eu du mal à vous intégrer dans la communauté. C'était comment l'approche avec les populations locales? Pas du tout. Je n'avais pas de difficulté à m'intégrer à la population. Parce qu'à l'époque, vous savez, c'était l'époque de la Révolution. Et nous étions parmi les premiers préfets révolutionnaires, juste sortis de l'École nationale d'administration. Et j'ai travaillé en très bonne intelligence avec le comité de défense de la Révolution. Les CDR. Les CDR. Mais vous n'étiez pas CDR? Je n'étais pas obligé d'être CDR, j'étais d'abord un représentant de l'État, mais qui devait travailler en bonne intelligence avec le comité de défense de la Révolution. C'est ce que nous avons fait. Du reste, au bout d'une année, le département de Réau a été érigé en province. Et vous étiez toujours là? J'étais là. Et en ce moment, vous avez vu vos prérogatives réduites en termes de gouvernance? Ah non, j'ai dû changer de poste parce que ayant porté avec les populations, bien sûr, ce n'est pas mon seul fait. Et ce département en province, à moins de 12 km de Koudougou, et il fallait donc mettre les infrastructures en place et aussi les infrastructures et préparer tout ce qu'il faut pour que la province puisse s'asseoir. Nous l'avons fait et j'ai été appelé à d'autres fonctions. Voilà. Et de Gouroussi, qu'est-ce que vous retenez comme souvenir majeur? Ah, je ne vais pas rentrer dans ces débats, mais je dirais que c'est pas un débat, oui, c'est pas des hospitaliers, assez gentils. Voilà, oui. Le Gouroussi est très ouvert, très accueillant et très véridique. Si vous respectez ces principes, vous vous intégrez comme il faut et je n'ai pas eu de difficulté à travailler, vous voyez, avec cette population, surtout sous l'égide des comités de défense de la Révolution. C'est pas une parenté à plaisanterie, non, mais je dis que c'est vraiment une communauté très ouverte et très accueillante, hospitalière, et il faut, quand vous êtes droit, vous êtes franc, vous êtes vraiment intégrés. C'est ce que nous avons fait ensemble, nous avons parcouru
les départements, avec disons à l'époque c'était des villages. Nous avons parcouru les villages pour dénoncer certains tares, pour démystifier certaines pratiques de l'administration, par exemple l'établissement des actes de naissance. Nous avons, vous savez, à l'époque, pour avoir un acte de naissance ou une carte d'identité nationale, parce que l'établissement de la carte d'identité était des prérogatives du préfet à l'époque, pas de la police. Et c'était très difficile pour les paysans. Il fallait souvent faire 6 mois pour avoir un acte de naissance ou une carte d'identité. Est-ce qu'il n'y avait pas de la corruption en son temps aussi? Si, actes, les gens demandaient. Et vous, préfet, vous avez travaillé à lutter efficacement contre la corruption? Nous avons travaillé dans la pratique, parce que nous avons décidé, avec le comité de défense de la Révolution, d'aller de village en village. C'est-à-dire les villages comme Voum, Seboum, etc., Sanguier, même au Percois. Nous avons fait le tour. Nous étions en 1983-1984. Nous avons fait le tour des villages pour établir les actes de naissance et les cartes d'identité sur place dans les villages, vraiment en séance publique, pour démystifier l'établissement de ces actes et dire qu'on n'a pas besoin de plus de 3 jours pour pouvoir entrer en possession de ces documents. Et cela se faisait parallèlement également à des travaux d'intérêt commun. C'est-à-dire qu'il s'agissait de mobiliser une population, la population d'une localité, pour faire une réalisation, construire une école, faire des briques pour un dispensaire ou faire un point de, vous savez, un ouvrage de franchissement, comme entre Zoula et Goundi. Vous voyez, nous avons fait ces actions-là. Cela a un peu démystifié. Voilà, et ça évite aux paysans de revenir au chef-lieu, soit avec des poulets, soit avec des cadeaux, etc., etc. Mais est-ce qu'en tant que préfet, vous n'avez pas souffert avec vos collaborateurs qui voulaient forcément prendre de l'argent, prendre des petits cadeaux, moyennant l'attribution ou la délivrance, par exemple, d'un acte de naissance ou encore d'une CIB en son temps? Non, mais ils ont tous emboîté le pas. Vous savez, la corruption, ce n'est pas souvent l'individu, c'est souvent des systèmes qui sont établis. Mais quand vous arrivez à délivrer et à libérer l'argent commis à la tâche de ces questions, vous n'avez pas de problème. Voilà, et je n'avais pas eu de difficultés. Et nous avons tous suivi le pas. Je veux dire que ces agents, vraiment, ont pris le train en marche. Vous avez commencé par énumérer, quand je vous ai demandé le poste qui vous a le plus marqué, vous avez dit que vous avez commencé par être un préfet à 27 ans du côté de Réau. Et la suite? La suite, j'ai eu le même engagement. Pour moi, c'est la responsabilité. C'est le degré de responsabilité, cette capacité de donner, c'est dans le soi qu'on a face à une responsabilité. Donc, à tous les postes, je me suis vraiment... ça a été passionnant pour moi. Au-delà de la préfecture de Réau, est-ce qu'il y a un autre endroit où vous avez été préfet qui vous aura aussi marqué? Au préfet, oui, j'ai été marqué par toutes ces fonctions, les lieux d'affectation. Vous savez, des Réau, j'ai été affecté à Bogandé comme secrétaire général de la province. Bogandé. À Bogandé. Alors on disait la gnagna profonde ou la gnagna métallique en son temps. Hein? Ce sont ces qualificatifs-là qui étaient émergents. C'est vrai, c'était émergent. Oui. Et ce qualificatif qui a été porté par le correspondant de presse de la province, en fait, c'est un qualificatif que moi-même, dès que je suis arrivé à Bogandé, que j'avais donné. Et dans nos discours et dans nos réunions, nous parlions de la gnagna profonde et métallique. Donc, il arrivait donc au correspondant de presse pendant ces émissions, à partir de la gnagna, de dire que bon, c'est un tel depuis la gnagna profonde et métallique. Est-ce que c'était vu comme une sanction quand vous avez été envoyé comme secrétaire général là-bas, ou bien vous avez qualifié cela de promotion à votre endroit? Quand j'ai été affecté à Bogandé, j'ai été reçu par le ministre qui m'a dit, bon, voilà, monsieur Ouattara, vous êtes jeune, vous avez fait du bon travail à Bogandé. Bogandé à Réau. Et Bogandé est souvent perçu comme une sanction, mais je vais vous le dire, pour moi ce n'est pas une sanction, je veux que vous apportiez un peu plus de dynamisme au niveau donc, de cette province. C'est là que donc, je n'ai pas pris cela comme une sanction. Mais quand vous avez parcouru
Quand vous avez parcouru le chemin qui vous mène à Bogandé, vous avez compris que ce n'était pas quand même très simple de rejoindre cette localité. Ce n'était pas du tout simple. Et quand on est préfet, disons quand on est administrateur civil, on est un homme de terrain. Il faut s'attendre à vivre là où vivent tous les Burkinabés et à apporter sa contribution. C'est ce qu'on appelle l'encadrement administratif. Et l'encadrement administratif n'est pas fait pour les grandes villes seulement. C'est le terrain, là où il y a les difficultés, c'est aider les populations à sortir de ces difficultés. Donc je me suis senti engagé. Et immédiatement, nous avons entrepris de construire des villas, des villas de 4 routes pour les fonctionnaires. Au niveau de Bogandé. Au niveau de Bogandé. Oui. Ce que nous venions de faire pour Koudougou, avec la population d'Hérault, parce qu'à l'époque, Hérault était rattaché à Koudougou. Donc, j'ai dû reprendre les mêmes chantiers à Bogandé pour et l'objectif, c'était de construire combien de villas je ne me souviens plus, une 25 ou 40 heures. Je me souviens et comment était la dynamique en son temps? Est-ce qu'il fallait, c'est-à-dire le secrétaire général porte le projet et on appelle les populations à souscrire à l'initiative, travailler gratuitement? Comment ça se faisait? C'est le haut-commissaire qui porte le projet. À l'époque, le haut-commissaire, c'était Boli Hiro. Boli Hiro, le même Boli Hiro que vous connaissez, qui était également un fonctionnaire très engagé, très dynamique. Et nous avons vraiment porté ensemble ce projet. Voilà, c'est lui qui était à l'initiative. Est-ce que les populations ont souscrit facilement? Les populations ont souscrit facilement. La population savait que la présence des fonctionnaires était une plus-value dans la résolution de leurs problèmes. Donc nous étions avec les populations qui étaient vraiment motivées. Mais il y avait un retard. Ce retard était dû à l'enclavement même de la ville de Bogandé pour faire venir le matériel de construction. Cela n'était pas facile. Pour faire venir le ciment, les tôles, etc., etc., c'était pas chose aisée. Voilà. Est-ce qu'en son temps, chaque fois que vous prenez la route, vous avez la peur au ventre parce qu'on parlait tout le temps de braquages, d'attaques sur les routes reliant Bogandé à Fada ou Bogandé à Mani, entre autres? Non, nous n'avions pas une peur. L'insécurité n'avait pas atteint certains seuils. N'avait pas atteint certains seuils. Et du reste, à l'époque, quand vous voyez dans un véhicule fond rouge, il y avait une crainte ou un respect. Voilà, donc même les bandits ne s'attaquaient pas aux véhicules déjà fond rouge. Nous avions fait Bogandé, Fada ou Bogandé, Ouaha à toutes les heures de la journée, sans crainte. Et nous le faisions d'ailleurs à moto. Et quand vous voyez dans moment critique, j'ai dû donc faire ces Bogandé Bobo sur une mobilette pour aller assister ma mère qui était mourante. Bogandé. Vous avez pris combien de temps pour le faire? Je l'ai fait pratiquement en une journée. En une journée. Mais en ce moment, c'était le jeune administrateur civil, secrétaire général, qui ne craignait pratiquement rien du tout. Non. Oui. On était physiquement solide. Ah oui. Alors, vous, aujourd'hui, quand vous apprenez qu'on ne peut pas aller à Bogandé comme on veut avec l'insécurité, est-ce que ça vous fait un pincement au cœur? Vous qui avez connu cette zone-là? Oui, mais je vis cette insécurité comme tous les Burkinabés aujourd'hui. Je pense qu'il faut rester dans cette logique et nous avons comme priorité aujourd'hui, c'est la reconquête du territoire. Voilà, et nous sommes tous interpellés. Nous sommes amenés donc à nous mobiliser derrière les forces combattantes pour renverser la situation. Souvent, Apollinaire Ouattara, on a remarqué, de par le fait que vous avez côtoyé beaucoup de communes, vous vous êtes dit, il faut que j'écrive pour accompagner un processus, la décentralisation. Vous avez fait des livres et il y a eu l'élu et puis j'ai fait en 2006 quand j'étais appelé aux fonctions de ministre délégué chargé des collectivités locales à l'époque. J'ai senti cette obligation, cette nécessité de mettre des manuels à la disposition des élus. Vous voyez, c'était la première fois que nous passions à 302 communes, et des communes rurales. Et les élus étaient pratiquement, pour la plupart, donc, pas... Déjà issus de différents villages, qui ne connaissaient pas forcément le fonctionnement de l'administration. Voilà. Il fallait donc des manuels.
donc fait l'ouvrage Ma commune. Ma commune, c'était une interpellation des citoyens pour faire comprendre à chaque citoyen qu'il a un contrat avec sa commune, ou un contrat de devoirs envers la commune, autant que la commune a également des devoirs envers les citoyens. Donc, j'ai voulu par là expliciter les relations qui peuvent lier les citoyens à sa commune. Ensuite, oui, allez-y. Ensuite, il y a eu, de la même année, l'élu et la commune. Et là, c'était également un dispositif à la disposition donc, des élus au niveau des communes, les différents conseillers, sur leurs devoirs, les droits et devoirs, sur les attentes des populations de leur part. Et si on reste là-dessus, sur l'ouvrage sur la commune, est-ce que jusqu'à présent, vous avez l'impression que les Burkinabés maîtrisent leur commune? Parce qu'on a vu des cas où on ne connaît même pas l'élu local, on ne connaît même pas bien le maire, alors que le citoyen, quand même, doit connaître sa commune et même participer aux différentes sessions des conseils municipaux. Oui, mais les citoyens ne participent pas à la gestion, directement à la gestion municipale. C'est une gestion déléguée aux élus locaux, c'est-à-dire aux conseillers municipaux. Et il n'a pas la possibilité aussi, vous voyez, les communes sont configurées par plusieurs villages. Il n'est pas aisé que dans les villages, on puisse connaître chaque citoyen puisse connaître le maire. Du reste, chaque village a son représentant au sein du conseil municipal. Mais c'est important que les populations connaissent au moins leurs représentants au sein du conseil municipal. Ils connaissent leurs représentants, puisque nous avons, vous savez, le système électoral dans les municipalités au Burkina est particulier. Je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui plus de deux exemples dans le monde. Vous savez, pour l'élection municipale, c'est le territoire communal en tant que territoire urbain ou avec des villages rattachés, c'est la circonscription qui compose donc la circonscription électorale. Et pour chaque élection, chaque parti politique dresse une liste de conseillers avec un conseiller en tête de liste. Et si sa liste passe, est majoritaire, le premier conseiller en tête de liste devient le maire. Alors qu'au Burkina, et ce, depuis pratiquement les élections de 2006, depuis les élections de 2006, 2007, je pense, nous avons opté pour des élections par village. Ça veut dire que chaque village désigne, ou chaque secteur, un ou des conseillers. À l'issue des élections, ces conseillers se réunissent pour voter maintenant le maire. Donc, quand on va aux élections, on ignore qui sera le maire. C'est un cas particulier du Burkina. C'est-à-dire c'est une élection au second degré, pratiquement. Si je me résume, si vous prenez on prend un exemple, Rollo. Si vous prenez la commune de Rollo, en principe, pour l'élection, c'est le chef-lieu Rollo et les villages autour de Rollo qui doivent constituer la circonscription électorale. Chaque parti dresse une liste de conseillers. Par exemple, on dit Rollo a droit à 25 conseillers, donc on va en compétition. Et le parti qui aura remporté le plus grand des conseillers remporte immédiatement la mairie. Et le parti choisit maintenant son candidat. Non, le parti ne choisit pas le candidat. Le candidat, c'est le candidat qui est en tête de liste. Voilà. Mais dans notre cas présent, si nous allons aux élections de la commune de Rollo, et chaque village va élire un conseiller, et chaque secteur, si c'était une grande ville, également son conseiller. C'est à l'issue de l'élection, au résultat, que les conseillers se réunissent pour désigner un maire. Oui. Voilà, et là encore, c'est des tractations même au sein du parti ayant gagné les élections. Voilà, c'est le cas particulier du Burkina Faso. Mais voilà. Je voulais qu'on reste là-dessus. Je voulais qu'on parle un peu de la veille citoyenne par rapport aux élus, par rapport aux communes, même en situation de transition. Est-ce que les citoyens
doivent avoir un regard sur les délégations spéciales dans la gouvernance? Vous avez parlé de transition des délégations spéciales. Ça veut dire que nous sommes déjà en régime d'exception. Donc, la délégation spéciale, et ce sont donc des représentants désignés pour gérer la commune et nommés par le pouvoir central. Et il n'y a pratiquement pas de regard, de mécanismes de regard comme en période d'état de droit et période démocratique. Oui. Ça veut dire du coup on accepte tout, on n'a pas de regard sur ce que font les autorités de transition au niveau des délégations spéciales? Bon, pas forcément, hein, parce que vous savez, notre pays a connu beaucoup à chaque période d'exception, nous avons eu des délégations spéciales. Voilà, et Dieu seul sait combien de périodes d'exception nous avons eu. D'accord, mais aujourd'hui, il y a cette veille citoyenne. Au-delà donc des délégations spéciales dont les membres sont nommés, vous avez dans chaque commune, dans chaque ville, vraiment des mécanismes de veille citoyenne. Voilà. Et je ne vais pas en citer, vous en connaissez. Il y a toujours les lanceurs d'alerte, il y a des associations, des jeunes, des femmes, professionnels, voilà, qui peuvent également exercer cette veille citoyenne. Voilà. Vous avez écrit ce livre-là, Gouvernance, hein, c'est bien cela, Gouvernance et liberté locale pour une renaissance de l'Afrique. Alors, ce document est paru en 2007. Oui. Voilà. Alors, concrètement, pourquoi vous avez jugé opportun de sortir un tel document depuis 2007? Est-ce que le document est d'actualité aujourd'hui en Afrique? Le document est d'actualité en Afrique. La preuve, les livres continuent à être vendus en France et en Europe dans les FNAC. Il est vendu un peu partout à travers l'Afrique jusqu'à aujourd'hui. Il est même vendu en ligne surtout. Voilà. Et souvent, quand je vais sur le web, sur les plateformes, je vois que le livre continue toujours à se porter bien. Voilà, il est étudié dans certaines universités, avec beaucoup de références. Alors, en quoi, je vous pose la question autrement, vous qui êtes l'auteur de ce livre, en quoi la gouvernance et les libertés locales peuvent être utiles à la renaissance de l'Afrique? C'est d'abord une question de bonne gouvernance. Vous voyez, c'est une question de bonne gouvernance. J'ai dit gouvernance et liberté locale. En fait, la liberté locale, c'est la liberté qu'un État concède aux collectivités territoriales. L'État ne peut pas être présent sur l'ensemble du territoire. Donc, l'État agit par la décentralisation, c'est-à-dire des pouvoirs transférés à des communautés. Donc, la décentralisation, c'est, si vous voulez, c'est la manière d'être de l'État, la manière dont l'État se manifeste sur l'ensemble du territoire. C'est l'État face aux communautés et face à ses références, à ses missions régaliennes, ses missions de référence en matière politique, économique et de sécurité. Donc, ici, gouvernance et liberté locale, j'ai fait un parcours, disons, diachronique sur l'évolution de la gouvernance. Et vous savez que nous parlons souvent de colonisation, nous parlons donc d'une gouvernance transposée en Afrique. Mais quelles sont les sources même de cette gouvernance, de cette civilisation administrative que nous appliquons? Donc je remonte assez loin dans les temps, jusqu'à l'Antiquité, l'Antiquité occidentale, l'Antiquité africaine, pour montrer les sources de la gouvernance dont nous avons hérité, ses tares, ses faiblesses et ce que nous devons garder. Et quelles sont les tares, les faiblesses justement dont nous avons hérité de cette gouvernance? Ah, mais c'est difficile d'évoquer ici. Oui, on ne va pas rentrer dans tous les détails, voilà. Mais ceux qui nous regardent doivent comprendre quand même, parce que vous avez écrit un livre qui parle de gouvernance et de liberté locale. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui a créé les conflits de compétences entre les représentants de l'État et notamment les préfets, les hauts commissaires, entre autres, parce qu'on a vu des maires et des préfets qui ne parlaient pratiquement plus le même langage dans certaines communes? Oui, l'État, c'est d'abord c'est le découpage. Vous voyez, quand on parle de découpage territorial, c'est souvent, on ne se même pas du découpage qui a été hérité de la colonisation.
Et cela n'est pas facile. Je donne souvent l'exemple de la première tentative de découpage du territoire. Dans les années 1963, il était question de faire 4 départements sous la Première République. Cela n'a pas passé parce que 4 départements et chaque élu, chaque député voulait que sa ville d'origine soit un chef-lieu de département. Cela n'a pas été chose aisée. Vous voyez que Koudougou et Ouagoya étaient rattachés à Koudougou et à Nalan. C'était le département de la Volta Noire. Et ce n'était pas facile, ce n'était pas imaginable que Ouagoya soit rattaché, voilà, pour des questions d'égo, politiquement parlant, etc. Oui. Pourtant, c'était des grands ensembles de développement. Cela n'a pas marché. Il a fallu du temps. Il a fallu que le pouvoir du régime d'exception qui est en 70, je pense 74, arrive à découper les territoires, à ajouter 6 autres départements pour faire 10, mais ce n'étaient pas des départements, il s'agissait des organismes régionaux de développement, les ORD. Voilà. Donc, on ne pouvait même pas parler de départements. Il a fallu prendre ces départements comme simple région de planification. C'est plus tard qu'il y a eu donc ces découpages-là. Oui, c'était en 1974 aussi. Oui, oui. Et il y a eu en 2001 les 13 régions qui ont été créées au Burkina Faso. Oui. Est-ce que c'était là une manière de réparer un peu le tort par rapport à certaines localités du Burkina Faso? Pas forcément, parce que le découpage doit répondre à des enjeux de regroupement. Vous saviez, on était donc on est passé de 25, 30 à 45 provinces. Et 45 provinces, je pense que les 45 provinces ne pouvaient pas constituer chacune un espace raisonnable de planification économique. Donc, il fallait encore aller au regroupement. Voilà. Donc, il faut persévérer dans les gouvernances locales, dans les libertés de gouvernance locale pour la renaissance de l'Afrique. Vous insistez encore là-dessus en 2023 ? Vous pensez que c'est encore nécessaire partout en Afrique? J'insiste là-dessus et je vais revenir encore en répondant en même temps à votre question sur les tares et les faiblesses. Vous voyez, donc je parlais du découpage. Il ne s'agit pas seulement de découper, mais il faut donner un contenu aux compétences de ces collectivités territoriales-là. Et le plus souvent, nous sommes dans une sorte de mimétisme. Voilà, on reconduit les mêmes compétences. Vous voyez, quand vous donnez les mêmes compétences à la commune de Guibo qu'à celle de Bafora, cela ne va pas. Il faut différencier. Est-ce que ce n'est pas ce qui a amené les communes à statut particulier, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso par exemple? Oui, par exemple, mais encore là encore, c'est toujours les mêmes choses. C'est les mêmes compétences qu'on donne à Ouagadougou et à Bobo. Pourtant, ce ne sont pas les mêmes réalités locales. Si vous prenez Guibo, les questions foncières ne se posent pas de la même manière qu'à Bafora ou à Ordara ou, je ne sais pas moi, à Matakwali. Donc, il faut différencier, il faut avoir le courage de différencier les compétences données à chaque commune. La question de divulgation des animaux ne se pose pas de la même manière à Guibo, chez mes parents. À Plaisanterie, c'est important. À Plaisanterie, oui. C'est pas moi, à Bobo ou à Bama. Donc, je pense qu'il faut réfléchir à fond sur ces questions-là. Il faut également réfléchir à fond sur le contenu des compétences, des transferts, enfin, pas des transferts de compétences, des compétences que l'on attribue aux communes. Je crois qu'il faut différencier selon les réalités locales. Cela est très important et aujourd'hui, on n'est pas, jusqu'à présent, dans ce schéma. Et les forces à ce niveau, c'était quoi exactement? Les forces dans ces découpages-là, les forces, c'est juste l'encadrement administratif. C'est juste l'encadrement administratif. L'encadrement administratif, parce qu'il n'y avait pas... la décentralisation n'a pas pu générer à fond les dynamismes de développement. Voilà. Je reste avec vous avant de continuer. Je vous ai posé une question qui n'a pas été répondue. Oui. Le débat se mène s'il faut maintenir ou pas les préfets
parce qu'il y a un conflit de compétences avec les maires ou les délégations spéciales. Qu'en pensez-vous? Aujourd'hui, ce sont les préfets qui ont remplacé les maires à la tête des différentes délégations spéciales dans certaines localités. Est-ce que vous pensez que tôt ou tard, le travail de préfet va disparaître au Burkina? Il faut faire une nuance, ne pas confondre les contextes et les situations. Aujourd'hui, les préfets ont remplacé les maires parce que nous sommes en période d'exception. Oui. Mais la situation de droit est que vous avez les maires et vous avez les préfets. Donc, quelques mois en arrière, vous voyez qu'il n'y a pas de conflit de compétences entre les préfets et les maires. Mais il y a une surabondance d'administration. Vous savez, aujourd'hui, les territoires de la commune correspondent au territoire, se confondent. C'est le même territoire, les territoires de la commune et les territoires donc, du département. Si je prends une commune comme une commune ou un département, comme, donnez-moi un exemple. Voilà. Peu importe, on peut prendre... Peu importance, oui, pas d'importance. La commune, par exemple, de Gawa. La commune de Gawa, je vais prendre la commune de Batié qui est plus simple, ou de Gomblora. Voilà. Si vous prenez la commune de Gomblora, c'est dans le sud-ouest toujours, Gomblora. Le département de Gomblora, la commune de Gomblora, c'est le même ressort. Et vous avez les préfets, vous avez les maires. Bon, aujourd'hui, l'état civil, qui était des prérogatives quand je dis aujourd'hui, depuis 2004-2006, les prérogatives du préfet, c'était l'état civil. L'état civil, il revient maintenant au maire. Oui. La gestion des affaires foncières, c'est le maire. Et les questions fiscales, c'est toujours le maire. Il ne reste plus grand-chose au préfet. Ouais. En fait, le préfet est censé assurer la tutelle rapprochée des actes du maire. Alors que dans les textes, cette tutelle-là revient au haut-commissaire. Parce que si le préfet exerçait la tutelle sur le maire dans la même localité, il allait avoir vraiment des tensions physiques. Oui, mais on a vu des maires qui se plaignaient des préfets parce qu'ils disaient que le préfet fouinait partout, il mettait son nez dans leurs affaires. Oui, parce que j'appelle cela de la surabondance administrative. Parce qu'ils sont sur le même territoire, le préfet n'a pas beaucoup d'attributions selon les textes, et les attributions les plus importantes reviennent au maire. Ce n'est pas le maire, l'individu qui a usurpé, cela lui revient des droits. Voilà. Donc du coup, le poste de préfet, il est là, il perd sa substance. Donc, il faut peut-être penser à le réduire. Il faut penser à réduire. Il faut ce courage-là. Parce que supprimer, pas supprimer, mais réglementer, refaire, relire les textes pour donner de la substance à ces circonscriptions aux représentants de l'État, ce n'est pas s'en prendre à une fonction forcément. Je dis dans ce contexte, on peut dilater les départements. C'est-à-dire, les départements peuvent couvrir plusieurs communes avec des attributions. Par exemple, l'approbation du budget des maires, ça peut être le préfet. La légalité des actes peut être surveillée par les préfets. En fait, les libertés qui sont concédées, nous parlons de libertés locales, les libertés qui sont concédées aux communes, aux collectivités et aux exécutifs locaux, ce sont des libertés surveillées. Est-ce que si les préfets avaient plus de pouvoir, on allait avoir moins de maires véreux qui allaient voler des parcelles, passer le temps à faire des lotissements, n'en pas fini? La preuve, beaucoup ont fini en prison au niveau des maires. Oui, mais je vais revenir à cela. Je dis que vous avez posé cette question, je vais y répondre. Il faut arriver à dissocier le territoire de la commune à celui du département, c'est-à-dire à dilater, à faire en sorte qu'un département puisse couvrir plusieurs
commune. Okay. Et la province n'existerait pas. Et vous voyez aujourd'hui, il y a des demandes d'érection de nouvelles provinces. De nouvelles provinces. De nouvelles provinces. Oui. Je pense, le minimum, c'est, on a 45, et les nouvelles demandes valent 46, sinon plus. Ça veut dire qu'il y a un besoin de dilater. Donc, peut-être d'augmenter le nombre de départements et de supprimer l'échelon provincial, par exemple. Mais, ce personnel-là, il faut employer ce personnel. Il faut valoriser le personnel qui anime les circonscriptions administratives. Ça veut dire le corps des administrateurs civils, des agents administratifs, des secrétaires administratifs. Il faut valoriser, il faut imaginer d'autres solutions. Et pour les permettre d'exercer et de s'exprimer. Cela est toujours possible également. Alors, je reste sur votre proposition et recommandation. Vous savez qu'on parle de défis sécuritaires actuellement. Il est question de l'absence de l'État un peu partout. Est-ce que cette proposition que vous formulez peut permettre à l'État d'être partout? Et ça va réduire un peu aussi cette quête-là permanente de la présidence de l'État dont on parle à n'en pas finir aujourd'hui dans certaines parties du Burkina. Oui, mais l'État doit être à même de répondre à l'appel des citoyens sur l'ensemble des territoires. Mais ça ne se fait pas seulement par les découpages, ni à travers les représentants de l'État. Il faut le faire à travers donc les moyens d'action. Les moyens d'action que l'on donne aux représentants de l'État, aux élus locaux et également à ceux qui sont chargés donc, de veiller sur la sécurité des personnes et des biens. Et cela est très important. Mais quand tu as dit que si les maires verraient, etc., non, on ne peut pas jeter l'anathème sur l'ensemble des maires. Il s'agit souvent des textes. Mais beaucoup sont allés en prison. Oui, mais cela dépend souvent des textes. Vous voyez, les textes, même sur le régime foncier. Il faut bien que ces textes, vous parlez donc des maires qui sont là en prison à cause des parcelles, etc. Mais cela dépend de l'encadrement, justement, de cette matière. Il faut des textes clairs en matière foncière et également arriver à résoudre rapidement ces questions. Pourquoi ne pas créer des tribunaux du foncier pour juger immédiatement certaines questions au lieu de les laisser s'emmagasiner pour que ça crée encore une bombe? Vous voyez, tout ce qui est latent, tout ce que vous laissez en latence provoque une explosion, mais terrible. On aura noté, créer des tribunaux du foncier au Burkina Faso. Non, je n'ai pas... Ça peut être une proposition. Moi, je l'ai dit comme ça, à travers le débat, j'y pense. Voilà, je connais des pays où j'ai travaillé, où j'ai été consultant ces dernières années, où il y avait des questions, par exemple, on appelle le vol des récoltes sur pied. Il y a des pays où c'est encore vraiment fréquent. Le paysan est là, et il a semé, les récoltes ont poussé, c'est la phase, le lendemain, il vient trouver que c'est coupé. S'il faut rentrer dans les procédures, c'est difficile. Ou des vols de zébus. Vous voyez, il y a des pays d'élevage où des troupeaux entiers sont détournés et en moins d'un mois, on vous transforme les pélages ou les cornes. Et avec des procédures à ne pas finir. Ces pays-là, par exemple, ont créé des systèmes, des mécanismes pour juger ces questions très rapidement. Voilà. C'est pour cela que je m'hasarde. Je ne suis pas un expert du droit foncier, mais je dis c'est tribunaux du ça peut servir parce que c'est une bombe sociale, tout le monde en parle. Oui. Est-ce que vous pensez que si éventuellement, parce que c'est aussi bien de proposer, l'objectif de l'émission c'est aussi ça. C'est ça, oui. Vous avez parlé des tribunaux du foncier. Est-ce que ça peut régler la question aussi des promoteurs immobiliers ou ces espaces qu'on est en train de vendre, où on se demande quel sera l'avenir, parce que gouvernance et liberté locale, on voit aujourd'hui qu'il y a totalement une dépravation au niveau local. On vend tout et ça pose problème aujourd'hui pour les générations futures. On en parle et on en reparle dans l'actualité au Burkina. Oui, je ne vais pas être aussi tranchant. Oui. Dans tous les cas, il faut revoir les textes. Encore les textes sur le foncier. Et ensuite, je pense qu'il faut des mécanismes pour trancher, juger ces questions-là. Là, quand ça devient conflictuel, c'est là que je parle des tribunaux du foncier. Est-ce que la terre doit appartenir à l'État ou à des chefs traditionnels ou à des chefs de terre? Ce débat, il est dans l'opinion actuellement, selon vous. Je n'ai pas trop de données sur cette question. Il m'est difficile de me prononcer, mais je dis qu'il faut encadrer. L'État a un devoir régalien, tout de même que la terre lui appartienne ou pas, de régencer pour qu'il n'y ait de régenter ces questions pour éviter des conflits entre les citoyens, entre les communautés. Donc, mon point de vue, c'est vraiment de relire les textes, de les adapter à nos réalités
et pour éviter donc ces déviances-là et également les juger très rapidement. C'est pour cela que je vous ai parlé donc de la possibilité, la réflexion qui est amenée sur d'éventuels tribunaux du foncier pour ne pas laisser traîner ces questions-là où tout le monde a son compte avec trop d'intermédiaires. Est-ce que vous avez peur pour l'avenir par rapport à la bombe sociale qui est la terre aujourd'hui au Burkina Faso? L'essentiel, ce n'est pas avoir peur. Toutes les communautés nationales ont leurs problèmes, Il faut se prémunir de tout ce qu'il faut pour vraiment éviter ces questions-là. Il ne s'agit pas d'avoir peur, il faut prendre ses responsabilités. Prendre ses responsabilités, on continue dans l'émission. Un autre livre que vous avez publié, Moment critique. Là également, c'est un document que vous avez sorti au Burkina Faso. Alors, Moment critique, est-ce une œuvre autobiographique ou une œuvre d'interpellation de la part d'un citoyen en la personne de Soumana Apollinaire Ouattara? Les deux à la fois. C'est d'abord une œuvre, une autobiographie où je partage mon expérience de vie, mais également c'est un itinéraire personnel qui croise les péripéties de la société burkinabé et de l'État burkinabé. Il y a des faits de société et de gouvernance qui sont évoqués, dont j'ai été témoin. Je les évoque. Et quels sont les faits les plus emblématiques que vous avez voulu faire ressortir à travers un livre avec le titre Moment critique? Peut-être un ou deux faits majeurs. Non, mais il faut que les lecteurs aillent découvrir. Oui, mais bon, en fait, il faudrait quand même leur donner envie d'aller lire le document. Oui, mais le pays, l'État, la société burkinabé a traversé beaucoup de péripéties, hein, vous voyez. Moi, je parle de... Je vous donne un titre, par exemple. Oui, les 9 trous du Passoré. Oui, les 9 trous du Passoré. Oui. Voilà, le Passoré, j'ai servi comme secrétaire général de la province du Passoré. Et j'ai eu à vivre plus près des populations, des expériences. Nous avons organisé la première fois, vous voyez, le marché de Yako, a toute une histoire. Il fallait faire déménager ce marché pour pouvoir construire. Il fallait faire déménager le marché de Yako pour que ce marché puisse servir le site de la foire, puisse servir de marché plus tard. Il y a eu beaucoup de tractations. Je partage mon expérience sur ce vécu-là, sur ce passage-là. Une ville de commerçants, et donc tout ce qu'il faut comme mécanisme pour mener les tractations. Les 9 trous du Passeré, c'est 9 départements. Et chaque département a donc sa culture, sa dimension, ses sensibilités. Il faut les connaître pour pouvoir évoluer et accomplir bien sa mission au Passeré. Vous avez beaucoup de titres ici dans l'ouvrage, donc il constitue également des moments forts. Il y a le passage donc au niveau du mouvement étudiant, c'est déjà important. Dans la tourmente des grèves et des violences urbaines, ça aussi ça fait partie. Ça fait partie, voilà. Je crois que la table de matière est édifiante. Voilà. Mais pourquoi le titre Moment critique? Moment critique parce que une autobiographie, vous ne pouvez pas raconter votre vie. Hein, c'est toutes les années, c'est des moments, des périodes choisies. Mais ces périodes choisies, c'est les périodes les plus critiques. Mais pas où on était dans les ors. Oui. Et dans les grâces du pouvoir où tout allait pour le mieux. Où tout allait pour le mieux. J'ai choisi donc les moments les plus difficiles. C'est vous les journalistes, vous aimez dire que les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent personne. Donc je prends les faits les plus émouvants, si vous voulez. Mais est-ce que pour vous, moment critique aussi, c'est pour montrer à la jeunesse burkinabé qu'un parcours nécessite qu'on soit prudent, qu'on aille step by step, comme on le dit, étape par étape. Il ne faut pas être pressé dans la vie. En partageant vos expériences. Il faut aussi être audacieux. Oui. Il faut être audacieux, il faut être généreux. Voilà. Audacieux et généreux. Oui. Audacieux et généreux, ne pas faire des calculs. Vous allez voir dans mon parcours, je n'ai pas accédé à des postes avec des tractations ou vraiment des combats durs. Hein, pour occuper la place d'un tel ou d'un tel. Il faut être audacieux, mais généreux quand même. Voilà.
J'étais commissaire politique régional. Vous allez dans l'ouvrage, vous voyez dans quelles conditions j'ai été nommé commissaire politique régional. Vous allez voir dans quelles conditions j'ai été nommé ministre délégué chargé des collectivités. Et quand je suis arrivé à la fonction publique, ce n'était pas très bien gentil. Ce que certains disaient de moi, ils ne voyaient pas. Ils ne croyaient pas que je puisse porter ce département. Est-ce que vous avez l'impression est-ce que vous avez souvent l'impression que les jeunes sont trop pressés? Dès qu'ils arrivent, ils veulent rapidement, à la limite, gravir tous les échelons sans attendre forcément leur heure? Non, les jeunes ne sont pas trop pressés et j'apprécie cette jeunesse-là qui est audacieuse, qui fonce. Et la jeunesse, on dit la valeur n'attend point le nombre d'années. Oui. Il ne faut pas une jeunesse attentiste, non. Le Burkina Faso n'a pas besoin de cette jeunesse-là. Elle a besoin d'une jeunesse audacieuse, qui avance, qui croit en elle-même et qui croit en son propre potentiel. Et moi, j'approuve cette jeunesse-là, mais il faut qu'elle soit une jeunesse généreuse, citoyenne. Qu'est-ce que vous mettez justement dans le mot généreux? Vous en avez parlé à plusieurs reprises. La générosité, pour vous, ça se résume à quoi? La générosité, c'est tout ce qui est... c'est d'écarter tout ce qui est mesquinerie. Vous voyez, d'être envieux par rapport à autrui. Voilà. Ne pas dire, bon, voilà, quand vous voyez un camarade, un parent qui est à telle posture, n'essayez pas de ramener, de niveler vers le bas cette position, mais d'aller au-delà, mais avec des intentions vraiment saines. Voilà. Mesquinerie, méchanceté, jalousie, c'est ce qu'il faut éviter pour progresser dans sa carrière. Il faut éviter cela, et quand vous évitez cela, vous progressez. Vous progressez, et voilà. Donc il faut lire moment critique, hein, c'est important de le dire. Après moment critique, Soumaïla Ouattara n'a pas baissé les bras, vous en arrivez à plaidoyer pour l'État. Oui. Et plaidoyer pour l'État est un autre document. Plaidoyer, le titre déjà, ça veut tout dire. Est-ce que vous êtes soucieux de l'avenir de l'État lui-même au Burkina Faso? Et récemment, un critique de l'ouvrage me disait, mais pourquoi un individu fait un plaidoyer pour l'État, pour la puissance publique? Voilà. Et lui-même, il a répondu à la question, parce que j'ai vécu au cœur de l'État, j'ai vu l'évolution de l'État dans certaines situations et l'État aujourd'hui, l'État qui est vraiment en prise avec beaucoup de défis, et il est temps pour chaque citoyen d'accomplir ce qu'il doit pouvoir faire pour éviter que l'État ne s'effondre. Soumaïla Ouattara qui dit également que l'État ne connaît pas son parc automobile. Lors de la dédicace, c'est ce qui a plus retenu l'attention. Les gens ont été choqués de l'apprendre. Comment on peut expliquer cela? Comment l'État peut ne pas connaître son parc automobile? Justement, le plaidoyer, c'est ça. En fait, moi, je ne me mets pas au-dessus du commun et je ne me mets pas hors de ce qui s'est passé. C'est un recul. Ce n'est pas que je suis absurde de ce qui est des situations que je décris dans cet ouvrage. Donc, c'est des interpellations. Des interpellations, d'abord, si les acteurs qui peuvent porter le changement au niveau de l'État. Il y a un certain nombre d'acteurs que j'énumère, je pense je peux les citer rapidement. Allez-y. C'est les gouvernants. Ce sont les gouvernants, les partis politiques, l'administration publique que je décline en technostructure et la société civile. En fait, les changements au niveau de l'État sont portés par ces acteurs. Ce sont ces acteurs que j'interpelle avec des exemples de situations bien précises. Et ensuite, le troisième niveau d'interpellation, c'est tout ce qui peut déranger l'État. C'est les freins à l'évolution de l'État, de la gouvernance. Tout ce qui amène l'État, empêche l'État à progresser, à atteindre les objectifs. Ce sont des petites choses qu'il faut régler. C'est comme à la dimension humaine, il y a des choses, quand vous n'arrivez pas à les régler, vous ne pouvez pas être épanoui. Donc, ce sont ces petites choses-là que j'évoque. Et c'est en cela que je cite le parc automobile de l'État. Tant que ces questions, comme le parc automobile de l'État, la gestion qui absorbe beaucoup d'argent, c'est comme la gestion des ressources humaines de l'État, tout comme la commande publique ou la gestion des sociétés d'État. Tant que ces questions ne seront pas résolues, tous nos efforts vont nous amener dans un piège de bas niveau. Nous ne pourrons jamais franchir
un niveau. Donc, mais après avoir évoqué ces questions, avec des propositions de solutions, je reviendrai sur la question du parc. Après avoir donc résolu ces questions, il faut s'interroger sur des grandes réformes. J'imagine 3 grandes réformes qui sont toujours citées en avant par tous les pouvoirs politiques, les partis politiques. C'est la réforme du système éducatif. Et là, j'ai fait le constat que c'est un pas en avant, 2 pas en arrière, depuis 1960. Vous avez, au niveau donc des grandes réformes que j'appelle les réformes refoulées, il y a la deuxième réforme qui va consister à l'organisation des territoires. La réorganisation ou organisation? L'organisation. Il ne faut pas aller toujours réorganiser, c'est de ramener les mêmes choses. Il faut organiser. refonder. Je n'aime pas le gros mot, mais je parle d'organiser. C'est comment l'État doit répondre à l'appel des citoyens sur l'étendue du territoire. Et l'État doit être à la disposition des citoyens, des collectivités et des entreprises sur l'ensemble du territoire. C'est une réforme à mener. Ne plus parler de réorganisation administrative, de décentralisation comme une formule incantatoire. Il faut aller au fond. Donc, vous avez déjà cité 2, cette grande réforme-là, ces 2 réformes-là, on ne peut pas vraiment s'en passer. La 3e grande réforme, c'est l'assainissement de la vie publique. Assainissement de la vie publique. Ok. La vie des partis politiques d'abord. Il faut les réduire? Non, il ne faut pas réduire. Enfin, vous m'amenez à répondre de façon systématique. Non. Oui, parce que le multipartisme fait partie des articles intangibles de la Constitution du Burkina. Oui, mais souvent il y a de gros mots derrière lesquels on se cache. D'abord, l'assainissement de la vie publique, là. Il ne s'agit pas de réduire les partis politiques ou pas. Vous savez combien de partis politiques il y a en France? Quelque part, je disais qu'il y a 450 partis politiques en France. Voilà. Au Burkina, nous en avons un peu plus de 200. Voilà. Comparaison n'est pas raison. C'est vrai. Mais j'ai dit, l'article dans lequel j'ai lu cela avait aussi des propositions. Mais la question essentielle ici, c'est vraiment la reconnaissance des partis politiques. Comment on reconnaît les partis politiques? Est-ce qu'il y a une gestion réelle des partis politiques selon les droits? Les financements des partis politiques. Vous voyez que même pour financer les partis politiques, on leur donne souvent des chèques. Est-ce que même les partis politiques ont des comptes bancaires quand nous voulons assainir? Donc, autant de questions. Je ne vais pas répondre à fond ici. Je pense que vous êtes aussi pris par le temps. Mais il faut assainir. Voilà. Il y a 3, donc, ce sont les 3 piliers des réformes, quoi. Voilà. Ouais. L'éducation, l'organisation du territoire, c'est-à-dire la présence de l'État sur le territoire national, et ensuite l'assainissement de la vie publique. Surtout la gestion des partis politiques dans la démocratie interne au sein de ces partis, dans la conduite des campagnes et également dans la conduite même des hommes politiques, des déclarations des biens et tout ça, qui sont là un peu comme pour illustrer la galerie. Voilà qui est bien dit. Plaidoyer pour l'État, un document donc à lire absolument, parce que toutes les propositions sont là-dedans. Soumanou Ouattara, on s'achemine vers la fin de ce rendez-vous. Je voudrais vous poser 1 ou 2 questions avant la fin. À 67 ans, est-ce que vous ambitionnez encore être à la tête d'un parti politique ou être candidat à quelque chose? Vous le savez bien, vous le constatez. Moi, je suis vraiment en retraite des affaires publiques, en retraite de la République. Mais c'est parce que je suis au sein d'une nation, on ne peut pas se soustraire d'une nation, que je fais ce travail, ce devoir de redevabilité et d'interpellation. Pas de candidature éventuelle à la tête d'un parti politique ou créer même un parti politique pour renaître de vos cendres, comme dirait le phénix? Je ne le pense pas. Vous ne le pensez pas. Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Interprétez cela comme vous voulez, mais j'ai dit que ce n'est plus mon ambition. Est-ce que Soumanou Ouattara continue d'avoir les stigmates des événements de 2014, les 30 et 31 octobre? Est-ce que cela continue de vous choquer, ce que vous avez vécu personnellement? Les événements de 2014, je ne les prends pas comme des événements personnels. Quand je les évoque avec un sentiment de contrition,
de compassion, parce qu'il y a eu mort d'hommes. Oui. Il y a eu beaucoup de violence. Il y a beaucoup de dégâts matériels. Moi, je n'ai pas de rancœur. Vous pardonnez à toutes les personnes qui sont attaquées à vos biens. Qui sont attaquées à mes biens, oui. Je pardonne. Mais vous savez, on n'oublie pas. Mais la force du pardon atténue la rancœur que peut porter l'oubli. Oui. C'est-à-dire la force de l'oubli peut atténuer vraiment la rancœur et amener donc au pardon. Vous souhaitez que plus jamais au Burkina on ne revive encore de tels événements? C'est mon souhait. C'est mon souhait. Et cela amène donc à vraiment renforcer le vivre ensemble. Je n'ai vraiment pas de rancœur. J'ai beaucoup d'humilité, beaucoup de contrition et pas de rancœur vraiment. Pas de rancœur. On s'arrête là pour aujourd'hui. Soumaïla Apollinaire Ouattara, 3 documents naturellement à lire. Gouvernance et liberté locale pour la renaissance de l'Afrique, sorti en 2007. Ensuite, il a continué les écritures, il faut le dire. Moment critique en 2021. Et ensuite, en 2022, plaidoyer pour l'État. Alors, Soumaïla Ouattara, est-ce que vous avez, en 30 secondes ou en 1 minute, un message à l'endroit de la jeunesse burkinabé qui nous regarde sur Burkina Info? Ok, je voudrais... Donc, à travers l'occasion que vous me donnez, saluer l'engagement avant-gardiste de la jeunesse burkinabé et vraiment recommander à cette jeunesse-là beaucoup de civisme, de civilité et de solidarité pour son action. Et cette jeunesse qui est vraiment admirée à travers l'Afrique, à travers le monde entier. Voilà. Mais elle doit fonder son action sur la valorisation de son potentiel. Et ce potentiel-là peut être porté plus loin encore dans le respect de certaines valeurs qui sont la civilité, le civisme et la solidarité. Merci beaucoup, Soumaïla Apollinaire Ouattara. Merci. Ainsi prend fin donc l'émission de ce jour. Soumaïla Apollinaire Ouattara, qui était notre invité, ancien préfet, ancien secrétaire général, ancien ministre, ancien président de l'Assemblée, aujourd'hui écrivain. Il est donc à son 5e livre, il faut le dire ainsi. On invite donc les Burkinabés à lire. On veut vraiment qu'on casse ce mythe-là autour des œuvres où on dit quand on veut cacher quelque chose à un Africain, il faut le mettre dans un livre. Raison pour laquelle pour nous il est important et impératif que les gens lisent les documents qui sont produits parce que ça nous permet de mieux connaître notre pays, notre histoire et d'avancer vers le lendemain qui chante. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, ainsi prend fin le rendez-vous de ce jour. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.